Hello everyone and welcome to the Île-de-France region studio for a new roundtable this morning. This morning we are taking a look at an intriguing subject, quantum. A true revolution in computing. Why quantum? Because it relies on qubits, the quantum counterpart to classic computer bits. Quantum computing makes it possible to process vast quantities of information in a very short time, speeds that are unthinkable with classic computing. The scientific and technological technological ramifications are enormous. France and the Île-de-France region are proving to be a real breeding ground for talent, unique academic talent, but it is time to produce results by bringing laboratories and manufacturers together. It's time to demonstrate the concrete applications of technology and build a new digital industry. And I'm going to discuss all this with my four guests this morning. Eleni Diamanti. Good morning. Hello, good morning. Eleni, you're Director of Research at CNRS Sorbonne University. Valérian Gies. Valérian, welcome. Good morning. You're co-founder and CEO of Candela. Next to you, Christophe Gerzac, who's co-founder of Quantonation. Good morning. And Georges-Olivier Raymond, CEO of Pascal. Welcome to the four of you. I'm now going to switch to French for our discussion. Alors on va tout de suite entrer dans le vif du sujet et on commence avec vous, Eleni. Eleni, vos travaux de recherche portent donc sur la cryptographie et la communication quantique, des sujets qui semblent obscurs pour des novices comme nous. Alors dites-nous d'abord, avec des mots simples, en quoi ça consiste, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, la communication et la cryptographie quantique, c'est un des domaines d'application des technologies quantiques, à côté des ordinateurs de calcul et des capteurs quantiques. Le but des réseaux de communication quantique, c'est de relier à terme des processeurs quantiques, des capteurs quantiques, des dispositifs de cryptographie aussi, afin de rendre accessibles des applications dans une configuration des réseaux. Et donc, pourquoi on ferait ça? Mais oui, pourquoi? Donc, ce qui nous intéresse, une des applications majeures du domaine, c'est de pouvoir sécuriser les communications. Et donc, l'application phare s'appelle distribution quantique des clés. Elle permet cette application à des interlocuteurs d'échanger des clés secrètes, donc c'est-à-dire des chaînes de bits complètement aléatoires qui peuvent être utilisées ensuite pour sécuriser des messages, des transferts de messages, avec une sécurité qui ne dépend pas de la puissance de calcul d'un espion. Et donc ça c'est quelque chose qui n'est pas possible, n'est pas atteignable avec des ressources classiques. Et donc la cryptographie quantique offre cet avantage en termes de sécurité des communications. Donc c'est une cryptographie qui est mise à la disposition d'une communication qui est finalement plus sécurisée. Quelles sont aujourd'hui les applications ? Alors, les applications à court terme, parce que quand même si j'ai mentionné la distribution quantique des clés comme la première application, les applications futures des réseaux quantiques dans le sens plus large d'un Internet quantique vont aller bien au-delà. Donc, les applications à court terme, spécifiquement pour cette application de cryptographie quantique, concernent tout domaine qui a besoin d'échanges d'informations de haute sécurité. Et donc, les cas d'usage qu'on est en train d'étudier aujourd'hui dans le cadre de plusieurs projets nationaux, européens et mondiaux concernent les secteurs des banques, par exemple, les secteurs des communications gouvernementales, les transferts des dossiers médicaux, des data centers, et donc de la protection des infrastructures critiques, par exemple les opérateurs télécoms. Donc voilà, ça concerne en gros tout domaine qui a besoin de haute sécurité dans certains transferts de données. Et on va aller plus en détail dans cette discussion un petit peu plus tard Bien sûr. Certains réseaux de communication qui sont déjà en cours d'évolution. Alors, avec Eleni, on a parlé réseau quantique, quantum networks, et maintenant on va s'intéresser à une autre catégorie qui est le calcul quantique, le quantum computing. Georges-Olivier Raymond, donc votre société Pascal fabrique des processeurs quantiques. Pascal est né en 2019. Aujourd'hui, vous êtes 25 et vous êtes basé à l'Institut d'optique dont vous êtes issu.
Tout cela est-il bien exact? C'est parfaitement vrai. Bien. C'est une technologie qui est née en Île-de-France. D'ici, une technologie d'ici. Alors on parle justement de technologie. Dites-nous déjà, comme avec Eleni pour qu'on comprenne, qu'est-ce que c'est que ces processeurs et quels sont leurs avantages finalement? Alors, le calcul quantique, c'est une nouvelle façon de faire du calcul. Aujourd'hui, on assiste à un plafonnement des performances des processeurs classiques. Parce que vous savez, jusqu'à présent, il y avait cette fameuse loi de Moore qui disait qu'en gros, que les performances des processeurs classiques doublaient tous les ans. Parce qu'on arrive à faire des transistors de plus en plus petits et en mettre de plus en plus sur les processeurs. Et aujourd'hui, on arrive à un stade où les transistors sont tellement petits qu'ils contiennent que quelques atomes. Et quand on arrive au niveau de la particule unique, on commence à avoir des effets quantiques qui viennent parasiter le fonctionnement. Et à ce stade-là, vous vous dites, soit j'essaie de combattre les effets, soit au contraire, j'essaie d'en tirer profit pour aller au-delà. Et c'est ce que fait le calcul quantique. Il va vraiment exploiter ces comportements quantiques pour faire du calcul beaucoup plus rapidement. Parce que notamment, le support d'information, qu'on appelle le qubit, par analogie avec le bit classique qui vaut 0 ou 1, et en mécanique quantique, il peut valoir 0 et 1 en même temps. Et ça ouvre la porte à des calculs qui sont massivement parallèles. Et il faut voir que c'est vraiment une rupture, c'est-à-dire que ce n'est pas une amélioration continue, c'est tout d'un coup, on va passer à des calculs qui sont impossibles à faire avec les outils actuels. Et même si on se projette dans 10-20 ans, ça sera toujours impossible à faire, à des calculs qui, avec un processeur quantique, vont être faits peut-être en quelques minutes ou quelques jours. Donc ça va être notamment étudier le comportement des matériaux pour en designer des nouveaux, comprendre aussi les conformations des molécules, que ça aussi c'est des interactions quantiques, pour designer des nouvelles molécules, des nouveaux médicaments de manière beaucoup plus rapide. Alors, chez Pascal, vous avez conçu le premier ordinateur quantique français. Et vous avez réalisé une levée de fonds exceptionnelle en France, très remarquable, de 25 millions d'euros. Quelles sont, du coup, après ces succès, les prochaines étapes? La prochaine levée de fonds non, les prochaines étapes avec ces levées de fonds, ça va être vraiment de faire sortir la technologie du labo. On est en train de le faire. Et ça va consister à mettre à disposition des utilisateurs la puissance de calcul. Donc on va construire des machines, on a déjà commencé. On va les mettre sur des services cloud en accès en ligne. On va en mettre dans des centres de calcul aussi pour qu'ils viennent s'hybrider avec les technologies classiques. Donc il y en a un qui va venir s'installer en Allemagne et un autre au GENSI. Donc, premier aspect, on va développer des applications, parce que ça c'est important. Aujourd'hui, les premières applications qui vont démontrer la puissance de calcul, on les cherche encore et on les étudie. Donc on a notamment un partenariat avec EDF, avec qui on travaille, et on commence à implémenter justement ce cas d'usage en ce moment. Et enfin, le dernier volet, c'est de continuer à pousser la technologie. Aujourd'hui, on travaille avec des processeurs qui sont dans la gamme des 100 à 200 qubits. D'accord. Alors ça ne parle pas beaucoup peut-être aux gens, mais il faut savoir que les plus gros concurrents, IBM et Google, aujourd'hui, ils sont plutôt à 50 et 60. D'accord. Et nous, on espère, d'ici 2023, à atteindre 1000 qubits. Et 1000 qubits, on imagine que ce serait le seuil à partir duquel EDF, par exemple, aurait un avantage à venir faire ses calculs sur notre technologie plutôt que sur les processeurs classiques. Donc voilà, donc des volets très concrets, mettre à disposition la puissance de calcul. De l'autre côté, pousser la technologie, aller encore plus loin pour des calculs plus performants. Et 2023, c'est déjà demain en fait. Exactement, c'est pour ça qu'il faut commencer tout de suite à s'y intéresser. On va bien sûr revenir sur ce point. À vos côtés, sur ce plateau, et à vos côtés d'ailleurs dans la vie, puisque vous partagez vos locaux, dans la vie professionnelle j'entends, se trouve Valérian. Bonjour Valérian. Oui, bonjour. Alors Valérian, vous avez cofondé donc Candela, qui est né en 2017. C'est une spin-off du Centre de nanosciences et de nanotechnologie. Vous développez un ordinateur quantique optique. Vous utilisez donc la lumière pour les applications quantiques. Là encore, très simplement, comment est-ce que ça fonctionne ? Exactement, c'est ce que Georges a un petit peu expliqué. Il faut maîtriser les particules élémentaires quantiques. Donc on a les atomes faits chez Pascal qui permettent de faire des calculs et de maîtriser beaucoup d'atomes d'un coup. Chez Candela, une autre stratégie, c'est d'utiliser la lumière. La particule, c'est le photon, et d'utiliser ces photons pour faire des calculs. Un autre avantage du photon, c'est que c'est facilement connectable avec des fibres optiques. Donc la stratégie de Candela, c'est de faire un ordinateur quantique qui se connecte facilement sur Internet
et qui est totalement modulaire et qu'on peut ensuite facilement reprogrammer juste en branchant les fibres optiques dessus. Donc on construit et on commercialise aujourd'hui toutes les briques, les modules qu'on développe, qu'on améliore. Aujourd'hui, on a des clients, on fournit dans les plus grandes universités d'Europe, l'université de Rome, l'université de Vienne, l'université de Moscou, aux Pays-Bas, des startups aussi. Ils achètent nos produits pour se former et développer aussi des ordinateurs quantiques sur place. Donc aujourd'hui, Candela a des contrats et exporte ces modules à base du photon dans le monde entier. Justement, cette dimension commerciale est une de vos spécificités. Pourquoi vous avez fait ce choix de ce double point, développement de l'ordinateur, donc technologie et activité commerciale, qui vous distingue finalement? Effectivement, on s'est rendu compte que d'un côté, il y a des industriels, Georges a cité EDF, qui ont des cas d'usage très compliqués, ils demandent des grandes puissances de calcul et il faut s'y intéresser. Mais de l'autre côté, il y a des chercheurs comme Eleni qui nous disent, nous on a besoin d'outils pour continuer de faire évoluer la technologie, continuer de travailler sur la recherche, et l'un sans l'autre ne peut pas fonctionner. Et Candela a choisi d'également fournir les outils à la communauté de la recherche, aux chercheurs dans le hardware et dans le software, pour continuer à faire évoluer la connaissance sur le quantique, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est pas terminé. On commence à industrialiser, mais il faut aussi continuer la recherche dans le domaine. En quoi est-ce que ça vous aide, vous aussi, finalement, dans le développement de la structure? Ça nous aide énormément parce qu'on est toujours au fait de ce qui se passe dans les meilleurs laboratoires du monde entier. Les chercheurs du monde entier nous contactent, nous disent ce qu'ils font, on échange sur leurs problématiques, on échange sur nos avancements. Et en plus, ils forment les générations de demain qu'on va pouvoir embaucher parce que c'est très important. Aujourd'hui, on est en train de construire une filière, la filière quantique, qui est naissante en Ile-de-France, avec Pascal, avec Candela, avec tous les laboratoires qu'on a en Ile-de-France. Et il faut absolument former les futurs ingénieurs, docteurs, et ça se fait comme ça. Merci Valérian. On va revenir évidemment sur la structuration de la filière que vous venez d'évoquer. Donc des projets passionnants qui ont tout votre intérêt. Christophe Jurzac, vous avez cofondé Quantonation, je ne sais jamais comment il faut le dire. Les deux, Quantonation, c'est très bien. Disons Quantonation puisque nous sommes en français. Fonds qui est aujourd'hui le plus grand investisseur au monde spécialisé dans la quantique. Créé en 2018, 14 investissements à ce jour. Qu'est-ce que vous regardez? Quels sont vos critères d'investissement? La première chose, je dirais, c'est qu'il faut garder en tête, c'est que Pardon. Comme ça, allez-y, on vous écoute. Ont derrière elles une décennie de recherche, de science. Donc elles ont été créées pour Pascal en 2019, Valérian un petit peu plus tôt. Il y a aussi des travaux des scientifiques, 5-10 ans de recherche, voire plus derrière, qui ont amené à ça. Donc la maturité en fait de la société est bien plus grande que juste son âge, en quelque sorte, le laisse penser. Et ça, c'est important. C'est la première chose qu'on regarde, c'est la science, en fait. Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce que les équipes sont au top? Est-ce qu'elles sont compétitives au niveau mondial? Est-ce qu'elle est bien faite? Est-ce qu'elle est faite déjà? C'est-à-dire, est-ce qu'on a fini la science pour pouvoir passer dans une étape d'industrialisation, puis de commercialisation des technologies, après encore quelques années, évidemment. Parce qu'il faut faire tout un travail d'ingénierie, de montée en puissance, de passage à l'échelle. Donc la science, c'est le premier point. Souvent, on n'a pas de produit au départ. Oui. Justement, sur ces technologies-là, on est dans la deep tech, c'est des horizons longs. Donc, on n'a pas des plans, on n'a pas une due diligence très, très poussée au démarrage, en fait, quand on investit dans les startups dans ce domaine-là. Donc, il y a l'équipe, évidemment, qu'on va regarder très, très près. Comment elle est structurée, sa capacité à délivrer, la cohésion, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut. Et puis, troisième point qui est vital pour moi, c'est vraiment la vision. Une vision ambitieuse à long terme. Et quelque part, par contre, ce que je regarde pas forcément trop, c'est ce qu'on nous raconte, je dirais, le plan de développement à court terme, parce qu'on ne le connaît pas. Les fichiers Excel qu'on nous montre en général, bon, on peut facilement les critiquer, je dirais que ça ne sert pas à grand-chose. Je pense qu'il faut mieux focaliser sur l'équipe, la vision, une vraie vision ambitieuse pour un domaine donné, le quantum computing en l'occurrence. Et puis derrière, on va les aider à monter la structure, on va les aider à passer à l'échelle, à grandir avec nos ressources, puis aussi les moyens des co-investisseurs qui viennent avec nous pour les aider. Donc avec toute cette dimension d'accompagnement. On a vu deux exemples, deux catégories du coup de quantique ici avec les chercheurs et entrepreneurs qui sont autour de la table. Il y a une troisième catégorie dont vous m'avez parlé quand on a préparé cette table ronde, les réseaux.
Aujourd'hui, est-ce que vous investissez plus dans l'une, dans l'autre? Comment se structurent vos investissements par rapport aux trois grandes catégories? Donc il y a effectivement trois catégories pour revenir dessus. Donc le calcul quantique, hardware, software. Il y a des startups, là on n'en a pas, c'est deux startups de hardware quantum computing, mais il y a aussi des startups qui développent des applications spécifiquement, uniquement du software qui va tourner sur la machine Candela, sur la machine Pascal, sur n'importe quelle machine. En fait, bon, c'est pas si simple que ça parce qu'il y a des ajustements à faire, les technologies sont quand même différentes. Deuxième grande catégorie, c'est les réseaux quantiques dans lesquels on met les communications, mais aussi une catégorie qui s'appelle la cryptographie post-quantique, qui n'est pas strictement quantique, mais je dirais c'est une cryptographie de nouvelle génération qui est dédiée à résister aux ordinateurs quantiques. Et il y a des startups, Cryptonext, là aussi en Ile-de-France, par exemple, dans ce secteur-là. Et la troisième grande catégorie qui est plus mature, en fait, c'est la détection quantique, les senseurs, quantum sensing, avec des sociétés. Donc on a fait des investissements en Suisse dans une société qui fait un microscope, par exemple, à force atomique, qui bénéficie d'effets quantiques et d'un boost pour améliorer la résolution. Ça, c'est des sociétés qui sont souvent matures parce que les technologies sont, je dirais, les applications sont plus claires à court terme, bien identifiées. Sociétés qui peuvent générer des revenus de l'ordre de quelques millions par an assez rapidement. Mais la taille des marchés est aussi un petit peu plus faible. Donc je dirais, quand on regarde les trois segments, calcul, communication, senseurs, ils sont assez différents en termes de maturité technologique, en termes de taille de marché et d'enjeux pour la société en général. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable d'investir dans les trois segments et puis d'avoir un effet de balance un petit peu dans le portefeuille. Comment expliquez-vous le succès de votre fonds aujourd'hui, sa position au niveau mondial, la concurrence, l'appétence? Qu'est-ce qui fait que vous êtes le plus gros investisseur? Comme souvent dans ce domaine, c'est le timing. Je dirais que nous, on a démarré en 2018. Enfin, moi, j'ai commencé à y travailler en 2015, donc ça a pris un certain temps. Mais en 2018, quand on parlait de quantique, c'était un peu dingue. Je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui s'y intéressait. On devait parler de on n'avait rien à montrer en fait en termes d'application, très très peu de choses. Là aujourd'hui, on a Pascal, Candela, qui sont deux investissements de Quantonation et d'autres sociétés. Et quand on parle quantique, on montre des cas d'usage, on montre le développement de molécules, on montre des machines qui existent, des vraies, qui sont réalisées, qui ressemblent à des produits et pas des expériences de laboratoire. Donc ça, c'est vraiment le timing, je dirais, investir au bon moment pour être capable d'arriver aujourd'hui à ce stade de maturité. Deuxième chose, c'est l'expertise. Oui. Il y a assez peu de fonds qui ont l'expertise technique. Donc moi, je suis physicien d'origine. J'ai fait ma thèse aussi à l'Institut d'optique, un petit peu avant Georges, en fait, sur le plateau de Saclay. Il n'y a pas beaucoup de fonds qui ont des physiciens quantiques avec l'expertise pour aller faire les analyses et discuter avec les startups. Et le troisième point, c'est les relations avec les écosystèmes aussi, qui ont été assez fondamentales. Je pense qu'on a pris dès le départ l'idée qu'il fallait non seulement évidemment investir dans les startups, mais aussi contribuer à l'émergence de l'industrie et d'un écosystème. Je pense qu'on y reviendra, mais ça a été assez fondamental et ça a aussi pris beaucoup de temps. On va effectivement y revenir, merci Christophe. Et on va parler de ces applications, notamment à travers plusieurs projets qui sont portés par la région Île-de-France, en tout cas auxquels elle participe. On va parler d'abord de QCI pour Quantum Communication Infrastructure. C'est un projet donc de communication quantique comme son nom l'indique. Alors Elénie et Valérian, vous y participez. Elénie, peut-être si vous voulez bien commencer pour nous expliquer en quoi consiste ce projet et du coup comment vous intervenez. Bien sûr. Donc il s'agit d'un projet soutenu donc par la région Île-de-France, ce qui est super. Et donc c'est la région Quantum Communication Infrastructure. Et le but, l'objectif de ce projet qui est porté par Orange et auquel participent plusieurs startups comme Candela, Cryptonext et d'autres aussi, VeriCloud, Kets aussi, et quelques académiques dans mon laboratoire de recherche. Et donc, le but, c'est d'installer à la région un démonstrateur d'infrastructures de communication quantique qui a la vocation d'évoluer. Donc l'objectif est de mettre en place l'infrastructure nécessaire pour un tel réseau, c'est-à-dire, parce que ça prend du temps, pour mettre en place les fibres, parce qu'on parle ici des fibres optiques, et les systèmes, bien sûr, qu'on met au bout de ces fibres, de les caractériser, de tester comme ça l'interopérabilité entre les différents systèmes et au fur et à mesure que les technologies avancent, notamment les systèmes de Candela, d'autres processeurs, que j'espère, moi, mon rêve, c'est d'intégrer dans ces réseaux dans les prochaines années des
comme un plan ambitieux de plusieurs années en fait, qui aura comme but de vraiment mettre en place des fonctionnalités et des services et des applications de plus en plus complexes et avancées, en intégrant les nouvelles technologies qui apparaissent en France et aussi tester ce type d'application. Donc l'objectif est vraiment de mettre en place cette base d'infrastructure, de travailler avec nos partenaires Orange, de trouver la bonne infrastructure avec des fibres noires, comme on dit, c'est-à-dire qui sont dédiées aux technologies quantiques, mais aussi des fibres partagées avec des signaux classiques. Donc ça, c'est important pour montrer l'opération d'une telle infrastructure sur des réseaux déjà existants. Et ensuite, de monter en puissance, de montrer des applications, travailler avec la crypto aussi post-quantique, qu'a mentionné Christophe, pour mettre en des vrais services où les utilisateurs pourront vraiment tester est-ce que ça marche pour mon cas d'usage. Donc c'est avant même que ce soit au niveau opérationnel. Je pense dans ce premier temps, le but sera d'utiliser ces démonstrateurs pour montrer que la technologie est mûre, qu'on peut intégrer de nouvelles fonctionnalités, de montrer les cas d'usage un peu spécifiques et ensuite monter en puissance. Et ça, je vais finir par dire que c'est quand même s'inscrit dans un cadre très large. Et donc, on espère que la région Île-de-France sera pionnière dans ce domaine. Mais le but final, c'est de relier aussi la région avec d'autres régions en France, comme la région Côte d'Azur, qui sont présentes aussi dans le monde de communication quantique. Ensuite, dans l'Europe aussi, avec le projet EuroQCI, qui est l'infrastructure de communication quantique européenne. Donc, s'inscrit dans un cadre plus large. Donc, Merci Eleni. Dites-nous Valérian, de quelle manière vous investissez ce projet ? Oui, alors Candela est partenaire des deux projets en Île-de-France et à Nice. On travaille aussi avec des chercheurs de l'Université de Nice sur ces développements-là. Comme je disais, Candela a sur ces projets-là une position de fournir des briques technologiques indispensables au développement de ces infrastructures. On est sur des infrastructures, comme a dit Eleni, lourdes, stratégiques. Il faut que ça soit sécurisé, il faut que ça soit fiable, parce que c'est pas une fois que ça va être sur place que ça va faut que si ça tombe en panne, c'est dramatique. Donc ça demande un peu de recherche, beaucoup d'ingénierie. Donc c'est ce que fait nos équipes. On a aujourd'hui 25 experts dans Candela qui, tous les jours, développent les modules, mais vérifient qu'ils ne tombent jamais en panne, que c'est fiable et que ça va fonctionner, qu'on va pouvoir le mettre sur un vrai réseau de communication sur lesquels des industriels pourront avoir une vraie confiance. Parce que les technologies quantiques, ça sort des laboratoires, mais pour aller sur le terrain, il y a encore beaucoup de travail parce qu'il y a tous ces enjeux-là de robustesse et de fiabilité. Sur des infrastructures de communication, j'ai envie de dire, parfois c'est souvent ceinture et bretelle, parce que si ça tombe en panne, c'est dramatique. Bien sûr. Et donc Candela participe comme un acteur émergent sur ces domaines-là. On travaille avec Orange, qui a été mentionné comme porteur du projet en Île-de-France, mais également avec des acteurs comme Thales pour tous les enjeux de cybersécurité. Bien sûr. Donc on a autour de la table toutes les parties prenantes importantes pour faire développer et mener à bien ce projet. L'autre projet, c'est le PAC. Et cette fois, c'est vous, Georges-Olivier, qui êtes partie prenante de ce projet. Donc, faire le pont entre technologie quantique, besoins des industriels. Comment est-ce que ça fonctionne à travers ce projet PAC ? Si vous voulez bien d'abord nous expliquer de quoi il s'agit et puis ensuite nous dire évidemment comment Pascal intervient. Le PAC, c'est un dispositif qui est extrêmement souple et qui va permettre est flexible, donc ça c'est un bon outil, et qui va permettre de rapprocher les grands acteurs, comme EDF avec qui on travaille, qui commencent à s'intéresser au quantique, qui ont des cas d'usage, mais pour eux c'est encore un peu lointain, et donc mettre en contact ces gens-là avec les gens qui développent les technologies, comme Pascal, pour essayer ensemble de franchir les premiers pas dans ce qui est de celui de trouver les premières applications et de les mettre en œuvre. Et ces premiers pas, en fait, ils ne sont pas évidents. Parce que nous, en tant que start-up, on débute, on n'a pas forcément beaucoup de visibilité. Et pour les grands groupes, il y a une part de risque. Parce qu'aujourd'hui, les technologies, elles ne vont pas encore permettre demain, cette année, de traiter des cas d'usage plus efficacement que les technologies classiques. Mais il faut quand même passer par là pour apprendre. Et c'est ça qui est, moi je trouve, qui est extrêmement important. C'est-à-dire que EDF, j'insiste beaucoup sur cet exemple-là, ils apprennent avec nous comment utiliser ces nouvelles technologies. Et donc l'aide de la région, ça leur permet, eux, de franchir cette première étape un peu risquée, parce qu'ils ont un soutien. Nous, ça nous permet de développer nos outils.
Et en fait, on travaille ensemble, on s'entraîne, on apprend. Et ce qui fait que quand les technologies seront matures, en 2023, en 2024, où là, on pourra commencer à envisager des applications concrètes, et ben EDF, ils partiront lancer. D'accord. Et ils auront une avance stratégique par rapport à leurs concurrents. Et donc, ce dispositif permet vraiment de faire ça. Et comme je disais, il est extrêmement flexible et souple. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un bon outil. Il y a une enveloppe qui est dédiée pour ces POC. Donc, on a commencé avec EDF, mais il y a d'autres grands industriels avec qui on est en discussion pour en lancer d'autres. C'est justement tout l'enjeu que mentionnait Georges Olivier, ne pas rater le coche. Vous disiez, EDF, ils seront lancés et vis-à-vis de leurs concurrents, ils auront déjà un temps d'avance. Mais justement, il faut absolument aujourd'hui que les industriels prennent conscience de l'intérêt de ces applications finalement pour eux-mêmes en réalité. Christophe, comment est-ce que vous qui intervenez aussi, parce que vous mettez en relation la bonne start-up, le bon industriel, vous favorisez ces partenariats. Aujourd'hui, que vous disent les industriels? Vous les sentez suffisamment réceptifs justement au quantique? Bon, ça commence justement, et le mécanisme de la région, le PAC, l'a permis. Là, je vais introduire un autre acteur qui s'appelle le Lab Quantique, qui est une association qu'on a créée, et donc Pascal, Candela, d'autres PME, start-up et d'autres acteurs sont membres. Donc c'est une association dont la vocation est vraiment de soutenir l'émergence d'une industrie française du quantique, dont je suis le président. Et c'est le Lab Quantique qui a beaucoup travaillé avec la région, avec le GENSI aussi, donc, qui est propriétaire des infrastructures de calcul haute performance en France. Et derrière ce projet aussi, il y a l'idée qu'en Ile-de-France, on va avoir une infrastructure de calcul quantique, une vraie, avec des vrais processeurs, Pascal, Candela et d'autres startups françaises et étrangères aussi d'ailleurs, qui va être vraiment mise à disposition. Et toute l'idée du PAC, c'est autour de cet écosystème qui est en train de se créer, mettre du lien avec le financement de POC en fait, associant de preuves de concept, associant les clients finaux, les utilisateurs finaux, que ce soit des banques, des utilities comme EDF, des acteurs de la défense, de l'automobile bientôt j'espère, des startups qui développent des softwares et puis des startups qui développent du hardware. Et on a eu Total qui en a bénéficié, QCware, une startup de software qui s'est installée en France, qui vient des États-Unis. Il y en aura d'autres. Multiverse qui est dans la finance, qui va aussi s'installer en Ile-de-France et qui va venir très prochainement sans doute travailler sur ces projets-là. Donc ça c'est excellent, je dirais, pour mettre vraiment ce lien dont on a besoin. Parce qu'on se rend compte quand on discute avec les industriels, c'est un peu difficile à apprécier. C'est une révolution technologique en plus. Donc on a déjà eu l'AI il y a quelques années. Oui. Maintenant on arrive avec le quantique, on fait des promesses, mais c'est difficile parce qu'on ne peut pas montrer le bénéfice tout de suite, immédiat. Il y a encore du progrès à faire sur les qubits, sur leur qualité, leur nombre. Donc on parle et on fait quelque part un peu des promesses sur ce qui va se passer dans 2 ou 3 ans. Et donc on a absolument besoin d'avoir des outils de ce genre pour les aider à faire le pas. Et on voit aujourd'hui beaucoup d'intérêt, des acteurs qui, quand j'ai commencé à faire du business développement sur le secteur il y a 4-5 ans, on prenait un peu pour des fous. Je dirais qu'aujourd'hui, quand on parle, notamment par exemple dans l'industrie automobile française, je pense qu'on arrive à capter l'intérêt. Il se passe des choses à l'étranger aussi, ça aide un petit peu, par exemple notamment en Allemagne, où il y a une alliance des industriels allemands qui s'est mise en place pour travailler sur les cas d'usage pour le quantique, ça s'appelle QPAC je crois, qui a été annoncé il y a quelques semaines. Donc on peut ici imaginer de faire quelque chose comme ça en France et le PAC va y contribuer. C'était justement, et merci de me permettre de faire le lien, ma dernière question est donc pour vous Christophe, quelles sont les caractéristiques de cette filière française là, en termes de structuration, en termes de financement, versus ce qu'on peut observer en Europe ou même plus largement vraiment à l'international? Je pense que ce qui est remarquable, c'est déjà qu'on a des startups de hardware quantique, c'est-à-dire qu'on sait en France construire des ordinateurs quantiques. Pascal, Candela, C12, Alice et Bob, j'espère d'autres, ça fait beaucoup quand même. 4 startups placées en Europe parmi les toutes premières et les meilleures pour arriver à réaliser des ordinateurs quantiques. Donc en matière de souveraineté, ça va être important aussi pour la France, parce que ça veut dire qu'on a la technologie. Je pense qu'on est un peu en retrait sur les aspects software et applications. On a privilégié un petit peu le hardware peut-être quelque part, mais c'est en train d'évoluer. Donc ces startups sont aussi en train de développer elles-mêmes leurs applications, mais on a aussi besoin d'avoir des acteurs qui spécialisent sur ça. Et le troisième point, c'est qu'on va avoir besoin de beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ça fait quelques semaines, il y a eu quelques opérations dans le secteur, grosse actualité. 2 gros pôles aux États-Unis qui sont en train de se monter avec des SPAC et des IPO qui vont avoir grosso modo 600 millions chacun pour les prochaines années pour développer leur technologie dans le quantique et dans le domaine des ions. Ça veut dire que pour ces champions français, la question va se poser, comment on va faire
trouver 500 millions dans les 2-3 ans à venir pour faire avancer la technologie et puis être au niveau mondial. Je pense que ça va être un vrai sujet. Donc appel évidemment aux investisseurs à l'intérieur. Allez-y Valérian, pour un mot de la fin. Un petit mot de la fin aussi pour ceux qui nous écoutent et ceux qu'on va croiser à Vivatech. On a besoin d'argent et on a besoin de gens. On est vraiment. Il n'y a pas besoin d'avoir un prix Nobel en physique pour venir travailler chez Pascal ou chez Candela. On cherche beaucoup de gens, des programmeurs, des ingénieurs, des techniciens. Donc là, faut vraiment pas hésiter à venir nous voir. Les laboratoires de recherche sont là pour ça. Voilà. Donc je pense que c'est une filière naissante avec beaucoup d'emplois à créer aussi. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir témoigné sur le plateau ce matin. Thanks to you all for watching us this morning. I hope you've enjoyed this discussion. Tomorrow we'll be addressing another fascinating subject. It will be gaming. I wish you a very nice day. Bye bye. Talk to you soon.